Le jour où ma sœur m'a traité de voleur devant toute ma famille, j'avais dans ma poche les relevés bancaires qui prouvaient qu'elle vivait depuis 8 mois avec l'argent que j'envoyais à notre mère. Je m'appelle Carolie, j'ai 29 ans, et depuis un peu plus d'1 an, je vis dans un 2 pièces que je loue seul à Villeurbanne, pas loin du métro République, avec un radiateur qui claque la nuit et une plante verte que j'oublie d'arroser une semaine sur 2. Je travaille dans le support informatique pour une boîte de logiciels à Lyon-Pardieu, ce qui veut dire que je passe mes journées à calmer des gens paniqués devant des écrans, puis mes soirées à essayer de ne pas répondre aux messages de ma famille. Depuis la mort de mon père, ma mère, Françoise, s'est retrouvée seule avec une maison trop grande à Chaponost, une chaudière capricieuse et des factures qui arrivaient toujours au mauvais moment. Ma sœur, Laetitia, avait 34 ans. Elle disait souvent qu'elle gérait mieux l'humain que moi. En réalité, elle gérait surtout ce que les autres pensaient de moi. Ce dimanche-là, nous étions assis autour de la table de la salle à manger de ma mère. La nappe avait encore les marques de plis, le gratin dauphinois refroidissait dans son plat, et mon oncle Bernard tapotait son couteau contre son verre comme si le bruit pouvait remettre de l'ordre dans la conversation. Laetitia se tenait debout près du buffet, les bras croisés, son téléphone posé face contre la table. Elle avait cette façon de parler vite quand elle voulait que personne ne puisse glisser une question entre 2 phrases. Elle m'a accusé de tout bloquer, la vente, l'argent et même maman. Elle a ajouté qu'ensuite, je venais faire semblant d'être inquiet. Ma mère baissait les yeux sur son assiette. Elle avait à peine touché au poulet. Bernard soupirait, lourdement, comme les hommes qui pensent qu'un soupir suffit à remplacer un avis nuancé. Il a alors déclaré que dans une famille, on ne compte pas au centime près. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans la poche intérieure de ma veste, l'enveloppe Kraft me frottait contre les côtes. Elle contenait des impressions bancaires, des captures de SMS, des dates surlignées en jaune. 8 mois de petites humiliations résumées en feuilles A4. Laetitia a repris, plus fort, me demandant si je voulais garder ma part du terrain et m'invitant à le dire clairement. Elle a continué en disant que je voulais que maman se débrouille toute seule pendant l'hiver pendant que monsieur vérifiait ses comptes dans son petit appartement. J'ai levé les yeux vers elle. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on parle d'argent devant tout le monde. Très bien. Mais cette fois, on parlerait avec les dates. Elle a eu un petit rire sec, mais j'ai vu sa main chercher son téléphone. C'était devenu un réflexe chez elle, dès qu'elle sentait la discussion lui échapper, elle voulait un écran, un message, une preuve fabriquée à moitié. Moi, pour une fois, je n'avais pas besoin de mon téléphone. Avant d'en arriver là, j'avais longtemps fait exactement ce qu'on attendait de moi, payer, me taire, et m'excuser de ne pas payer avec plus d'enthousiasme. Mon père est mort un mardi de novembre, après 3 semaines à l'hôpital Édouard Herriot. Un truc brutal, pas vraiment annoncé, pas vraiment préparé. Le matin, il plaisantait encore avec l'infirmière sur la soupe trop salée. Le soir, ma mère m'appelait avec une voix que je ne lui connaissais pas. Après l'enterrement, il y avait eu les démarches habituelles, les papiers de succession, la mutuelle, la pension de réversion, les courriers de la banque, les abonnements à résilier, les mots de passe que personne ne retrouvait. Ma mère gardait tout dans une boîte à chaussures sous le buffet, facture EDF, ancienne feuille d'impôt, garantie d'électroménager, notice de radiateur. Mon père avait toujours géré ça. Pas forcément bien, mais il gérait. Laetitia, elle, était arrivée comme une chef de chantier. Elle avait annoncé dès la première semaine qu'elle s'occupait de maman. Elle m'avait dit que moi, Carolie, j'étais gentil, mais que je partais dans tous les sens avec mes tableaux Excel. Ce n'était pas complètement faux. Quand je suis inquiet, je fais des listes. Je classe, je calcule, je mets des couleurs. Ça rassure mon cerveau. Laetitia, elle, rassurait les autres. Elle serrait les épaules de ma mère, appelait les voisins par leur prénom, écrivait dans le groupe WhatsApp familial « Je suis avec maman, ne vous inquiétez pas ». Et tout le monde mettait des cœurs. Le groupe s'appelait « Famille Maman ». C'était Laetitia qui l'avait renommé comme ça après le décès. Avant, il s'appelait juste « Famille ». Sur le moment, je n'avais rien dit. Dans ma famille, celui qui ne crie pas passe souvent pour celui qui n'a rien à dire. Au bout de 2 mois, j'ai compris que ma mère ne s'en sortirait pas avec sa retraite et les charges de la maison. Elle n'était pas pauvre, pas au sens où on l'entend dans les reportages. Elle avait un toit, une voiture qui roulait encore, un congélateur plein de légumes surgelés. Mais la maison coûtait cher. L'assurance habitation avait augmenté, la taxe foncière était tombée comme une pierre,
et la chaudière avait besoin d'un entretien sérieux. Un soir, je suis passé la voir après le travail. J'avais pris le métro A, puis le tram jusqu'à Perrache, puis un bus qui sentait la pluie et les cartables mouillés. Elle m'a servi une soupe de poireaux trop chaude dans la cuisine. Je lui ai dit que je pouvais l'aider un peu tous les mois. Elle a secoué la tête immédiatement, me disant non, de ne pas me mettre en difficulté. Je lui ai assuré que je ne me mettais pas en difficulté, que j'avais regardé mes comptes et que je pouvais verser 480 € par mois. Elle a posé sa cuillère, trouvant que c'était beaucoup. J'ai répondu que c'était moins que de la laisser accumuler des retards. Elle avait les yeux rouges. Pas seulement de tristesse. De fatigue aussi, cette fatigue administrative qui s'infiltre partout quand quelqu'un meurt et qu'il faut prouver à 10 organismes que oui, il est vraiment mort. Elle m'a demandé de ne pas le dire à ma sœur. J'ai cru qu'elle voulait éviter les tensions. J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu que l'argent rendait les gens moches, et que Laetitia portait déjà tellement de choses. J'aurais dû m'arrêter sur cette phrase. Je l'ai rangée dans la catégorie « maman est épuisée ». J'ai mis en place un virement automatique le 5 de chaque mois, libellé l'aide maison maman. 480 €. Pas assez pour me ruiner, assez pour changer son mois. Les premiers temps, ça m'a même apaisé. J'avais l'impression de faire ma part sans m'imposer. Ma mère me disait parfois au téléphone « Merci mon grand. J'ai pu régler l'assurance. » Ou « Grâce à toi, j'ai fait les courses au drive, je suis tranquille. » Laetitia, pendant ce temps, continuait à parler comme si j'étais un visiteur distant. Elle disait que, contrairement à moi, elle était sur place émotionnellement, et que moi, je faisais mes virements en croyant que ça suffisait. La première fois qu'elle a prononcé cette phrase, j'ai failli lui répondre « Oui, justement, je fais des virements. » Mais ma mère m'avait demandé de ne rien dire. Alors je me suis tu. Je n'aimais pas les conflits. Je n'aimais pas les phrases qui commencent par « tu n'es jamais là » alors qu'elles ignorent volontairement tout ce qu'on fait en silence. Ma stratégie, pendant longtemps, a été simple, ne pas envenimer. Répondre poliment. Payer ce que je pouvais payer. Laisser passer. Puis il y a eu l'appel de ma mère, un jeudi soir de février. J'étais chez moi, à ma table Ikea, devant un café réchauffé 2 fois au micro-ondes. Mon radiateur faisait son bruit de tuyau mal réveillé. Le téléphone a vibré. Maman. J'ai décroché. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me déranger. Sa voix tremblait déjà, ce qui m'a redressé sur ma chaise. J'ai demandé ce qui se passait. Elle m'a assuré qu'elle allait se débrouiller, de ne pas m'inquiéter, mais que l'assurance habitation devait passer le lendemain et qu'elle croyait que ça allait être compliqué. J'ai regardé machinalement mon application bancaire. Mon virement était parti 3 jours plus tôt. Comme tous les mois. 480 €. Je lui ai demandé comment ça pouvait être compliqué, puisqu'elle avait reçu mon virement lundi. Un silence. Elle a dit oui, mais qu'il y avait eu d'autres choses. Quand j'ai demandé quelles autres choses, elle a mentionné la régularisation d'électricité, des courses. Et a ajouté que ma sœur disait qu'elle devait me demander directement, parce que sinon je ne comprenais pas. La phrase m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. J'ai insisté, voulant comprendre combien il manquait. Mais elle a coupé court, regrettant de m'avoir appelé et assurant qu'elle allait se débrouiller comme toujours. Elle a raccroché 2 minutes plus tard, en me remerciant 3 fois comme si elle venait de me demander un rein. Je suis resté devant mon café froid, avec cette impression désagréable que quelque chose avait été déplacé pendant que je regardais ailleurs. Le lendemain matin, dans le tram T1, mon téléphone a vibré plusieurs fois. Groupe famille maman. Laetitia écrivait qu'il allait falloir trouver une vraie solution pour maman, que certains avaient le luxe de compter leurs sous pendant que d'autres assumaient. Bernard a ajouté que c'était dans ces moments-là qu'on voyait qui était présent et que certains enfants oubliaient vite d'où ils venaient. Ma cousine a mis un emoji triste. Ma mère n'a rien écrit. Les 2 coches bleues sont apparues sous le message de Bernard. Elle avait lu. J'ai tapé une réponse, je verse 480 € par mois depuis 8 mois, donc merci de ne pas raconter n'importe quoi. Je l'ai relu. Je l'ai effacé. Je ne voulais pas trahir la demande de ma mère. Je ne voulais pas non plus déclencher une scène sur WhatsApp à 8h17, entre un arrêt de tram et une réunion sur un bug logiciel. Elle a lu sans faire de commentaires. Puis elle a posé le téléphone sur la table et m'a demandé ce que je pouvais prouver. J'ai répondu que je pouvais prouver que je faisais des virements,
mais pas ce que l'argent devenait. Elle m'a conseillé d'arrêter de plaider et de documenter. J'ai souri sans joie, lui faisant remarquer qu'elle parlait comme si j'étais au tribunal. Elle a rétorqué que les gens qui manipulent adorent les discussions floues, mais beaucoup moins les relevés bancaires. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle avait raison. Nora ne dramatisait pas. Elle ne m'a pas dit de couper les ponts, de hurler, de me venger. Elle m'a juste ramené à une question simple, où allait l'argent? 2 semaines plus tard, Laetitia a organisé ce qu'elle a appelé un repas tranquille pour parler calmement. Rien que l'expression aurait dû suffire à me faire fuir. C'était chez ma mère. Bernard était invité. Laetitia avait apporté une tarte aux pommes de chez le boulanger et un dossier cartonné bleu. Elle avait déjà imprimé un brouillon d'accord pour vendre une petite parcelle héritée de mon père, un bout de terrain en pente derrière l'ancienne maison de mes grands-parents, pas constructible en l'état mais intéressant pour un voisin qui voulait agrandir son jardin. Laetitia a posé le dossier devant moi, affirmant qu'il fallait avancer car maman ne pouvait pas passer un autre hiver à s'angoisser. Je lui ai demandé vers quoi avancer exactement. Elle a répondu, la vente. Le voisin était prêt à faire une proposition correcte. On vendrait, l'argent irait à maman, et elle respirerait. Je lui ai demandé combien. Elle a cligné des yeux, agacée, me disant de ne pas commencer à chipoter. J'ai rétorqué que ce n'était pas chipoter, et j'ai demandé combien, à qui, dans quelles conditions, et pour payer quoi précisément. Ma mère a serré sa serviette sur ses genoux. Bernard m'a lancé un regard de reproche, me disant que ma mère n'avait pas à se justifier comme une locataire devant son propriétaire. Je lui ai répondu que je ne lui demandais pas de se justifier, mais de connaître les chiffres avant de signer une vente. Laetitia a poussé un soupir théâtral, me demandant si je voulais vraiment qu'on sorte les factures pendant que maman pleurait. Ma mère ne pleurait pas encore, mais la phrase a suffi. Ses yeux se sont remplis. Laetitia s'est assise à côté d'elle, lui a pris la main, et la scène s'est organisée toute seule, ma sœur, la fille présente et épuisée, ma mère, la veuve fragile, mon oncle, le gardien du bon sens familial, moi, le fils froid qui demandait des montants. J'ai dit que demander une facture n'était pas humilier quelqu'un, mais juste comprendre où allait l'argent. Laetitia m'a fixé, me reprochant d'être rationnelle parce que je n'étais jamais là. J'ai regardé ma mère et lui ai demandé de combien elle avait vraiment besoin par mois. Elle a évité mes yeux, répondant qu'elle ne savait pas et que ma sœur voyait ça mieux qu'elle. Cette réponse m'a fait plus mal que toutes les attaques de Laetitia. Pas parce qu'elle m'excluait. Parce qu'elle confirmait que ma mère avait choisi un camp sans vouloir le dire. Je n'ai pas signé. Laetitia m'a traité de bloqueur, Bernard m'a raccompagné jusqu'au portail avec une phrase qui se voulait raisonnable, me disant que mon père n'aurait pas aimé nous voir nous battre pour de l'argent. Je lui ai répondu calmement que c'était justement pour ça que je ne signais pas un papier simplement parce qu'on me faisait honte à table. Le lundi suivant, j'ai appelé ma mère. Je lui ai proposé de l'aider à faire un budget clair et lui ai demandé de m'envoyer ses relevés des derniers mois. Elle s'est mise à tousser, comme si ma phrase avait traversé le téléphone de travers, et m'a demandé pourquoi je voulais ces relevés. Je lui ai expliqué que c'était pour comprendre les charges, assurance, taxes foncières, chaudière, électricité, courses. Si on devait vendre quelque chose, il fallait savoir pourquoi. Elle a répondu qu'elle n'aimait pas trop montrer ses comptes. J'ai dit que je comprenais, mais qu'elle me demandait de l'argent et une signature, et que je ne pouvais pas rester dans le flou. Elle a promis de regarder. Le soir, j'ai reçu 3 captures d'écran floues, envoyées sur WhatsApp. On voyait les entrées d'argent, quelques prélèvements, puis chaque capture s'arrêtait bizarrement juste après mon virement. Comme si quelqu'un avait recadré à la hâte. J'ai zoomé. Sur la deuxième capture, en bas, coupée à moitié, il y avait le début d'une ligne, VIRLAE. Je suis resté longtemps à regarder ces 7 lettres. J'ai écrit, « Maman, pourquoi la capture s'arrête toujours juste après mon virement ?» La réponse est arrivée 15 minutes plus tard, je fais comme je peux avec le téléphone. Je suis fatigué. Ne me mets pas la pression. Puis, presque immédiatement, un message de Laetitia dans le groupe, petit rappel, maman n'est pas une comptable à disposition. Elle a 61 ans, elle est veuve, elle mérite de la douceur. Je n'avais pas mentionné les relevés dans le groupe. Ma mère avait donc parlé à Laetitia. Ou Laetitia avait le téléphone de ma mère. Ou les deux. Le soir même, j'ai appelé Nora. Elle était dans le RER entre Paris et Lyon pour un déplacement, sa voix coupait un peu.
Elle m'a conseillé de demander les documents en PDF, pas des captures, et de tout faire passer par écrit. J'ai craint que ma mère ne dise que je l'agressais. Nora a répondu que c'était possible, mais que je ne cherchais pas à être aimé par la conversation, je cherchais à savoir ce qui était vrai. Le samedi suivant, je suis allé chez ma mère avec une excuse simple, classer les papiers avant le rendez-vous chez le notaire. J'ai pris le bus avec un classeur vide, des intercalaires et des pochettes transparentes. Ça me donnait l'air de quelqu'un d'utile, pas d'un enquêteur. Ma mère m'a ouvert en gilet gris, les cheveux attachés n'importe comment, me disant que je n'étais pas obligé de venir. J'ai répondu que je savais. Dans la cuisine, il y avait une pile d'enveloppes administratives, un courrier de la mairie, une relance pour l'entretien de la chaudière, des tickets de drive Carrefour, et un vieux carnet où mon père notait les dates de ramonage. J'ai commencé à trier. Ma mère tournait autour de moi, préparait du café, rangeait déjà ce que je venais de sortir. Au milieu des papiers, j'ai trouvé un ancien email imprimé de sa banque, avec son identifiant client à moitié masqué. Rien d'illégal, rien de secret volé. Juste un document qu'elle avait elle-même imprimé parce qu'elle ne retrouvait jamais les mots de passe. Je lui ai demandé si elle pouvait ouvrir son espace client. Elle a figé sa main sur la cafetière et a demandé pourquoi. J'ai expliqué que c'était pour télécharger les relevés propres, pour que je puisse faire un tableau et qu'on arrête les suppositions. Elle m'a demandé si je ne lui faisais pas confiance. C'était la question qui devait me faire reculer. Avant, elle aurait marché. J'aurais dit si, bien sûr, j'aurais changé de sujet, j'aurais payé encore un peu. Cette fois, j'ai posé ma main sur le dossier bleu de la succession. J'ai dit que je ne voulais pas fouiller sa vie, mais comprendre pourquoi elle avait peur de me montrer ce que mon argent devenait. Elle s'est assise lentement. Elle avait l'air plus âgée que la veille. Pas fragile. Prise au piège. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas peur. Je lui ai donc demandé d'ouvrir. Elle a pris sa tablette. Ses doigts tremblaient légèrement en tapant le mot de passe. La banque a demandé une authentification sur son téléphone. Elle a regardé l'écran comme si le code SMS allait l'accuser tout seul. Quand l'espace client s'est ouvert, j'ai senti mon ventre se serrer. Je ne voulais pas avoir raison. On dit souvent ça pour se donner le beau rôle, mais c'est vrai, il y a des soupçons qu'on préfère perdre. Elle a ouvert les mouvements du compte courant. J'ai demandé à voir les 3 derniers mois, puis les 6. Les lignes sont apparues. Le 5 octobre, virement CEPA de Carolie, libellé et de Maison Maman, plus 480,00 €. Le 6 octobre, virement pour Laetitia, libellé avance, moins 300 €. Le 5 novembre, plus 480,00 €. Le 5 novembre, 2 heures plus tard, virement pour Laetitia, libellé course, moins 220 €. Le 5 décembre, plus 480,00 €. Le 6 décembre, virement pour Laetitia, libellé remboursement L, moins 410 €. Janvier, février, mars. Pas toujours le même montant. Parfois 150 €. Parfois 380. Une fois 430. Les libellés changeaient, urgent, maison, avance, course. Mais le schéma était là, régulier, presque poli dans sa saleté. J'ai parlé sans hausser la voix, lui demandant ce qu'était ce remboursement Laetitia le même jour que mon virement pour l'assurance. Elle a fermé les yeux, affirmant que ce n'était pas comme je le croyais. Je lui ai demandé d'expliquer. Elle a passé une main sur son visage et m'a dit que ma sœur avait des soucis. Le mot souci m'a paru obscène. Un souci, c'est oublier un rendez-vous ou rayer une portière. Là, on parlait de centaines d'euros envoyés sous prétexte de payer l'assurance, l'électricité, la chaudière. J'ai demandé quel souci. Elle a répondu que son projet n'avait pas marché. Je savais vaguement que Laetitia avait lancé une boutique en ligne de déco, des bougies artisanales, des paniers, des affiches inspirantes. Elle en parlait beaucoup au début, puis plus du tout. Je n'avais jamais demandé de détails. J'ai demandé si elle avait des dettes. Ma mère a regardé la fenêtre, disant qu'elle ne savait pas exactement. J'ai insisté, lui demandant si elle savait que mon argent partait chez sa fille. Elle a répondu que ce n'était pas tout, pas au début. Mais après, oui. Elle n'a pas répondu. Le silence, parfois, est une signature. J'ai reculé ma chaise. Elle a levé la main, paniquée, me disant qu'elle ne voulait pas créer d'histoire entre nous.
Je lui ai dit non, qu'elle avait préféré en créer une autour de moi. Elle a essayé de m'arrêter, mais j'ai continué, lui demandant si elle savait que sa fille disait à toute la famille que je ne faisais rien. Elle a répondu que Laetitia était à bout. J'ai rétorqué que moi aussi, parfois. Ma mère s'est mise à pleurer, mais ce n'était plus les pleurs du repas, ce qui arrivait au bon moment pour arrêter les questions. C'était plus désordonné, plus honteux. Elle a dit qu'elle pensait que je tiendrais mieux le coup qu'elle. La phrase est tombée entre nous avec une violence tranquille. Je l'ai regardée longtemps et j'ai conclu qu'elle m'avait choisi parce que j'étais celui qui protestait le moins. Elle n'a pas nié. Et c'est là, plus que devant les virements, que quelque chose s'est cassé proprement en moi. Je lui ai demandé de télécharger les relevés en PDF. Elle a hésité, puis l'a fait. Je les ai envoyés sur mon adresse mail devant elle, avec son accord, depuis sa tablette. Je n'ai rien pris en cachette. Je voulais que, plus tard, personne ne puisse transformer les preuves en faute de ma part. Avant de partir, un autre détail m'est revenu. J'ai aussi compris ce jour-là que certains SMS alarmistes n'étaient même pas d'elle. L'un avait été envoyé pendant son rendez-vous de kiné, alors que Laetitia gardait son téléphone pour un code pharmacie. Ma mère a fini par admettre que ma sœur répondait parfois à sa place. J'ai réalisé que ce n'était même pas toujours elle qui me demandait de l'aide. Elle n'a pas trouvé quoi répondre. Je suis rentré chez moi avec les PDF, le classeur, et une fatigue très calme. Dans le métro, les gens regardaient leur téléphone, des enfants mangeaient des chips trop bruyantes, une femme lisait un roman debout sans se tenir. Le monde continuait normalement, ce qui m'a semblé presque insultant. Chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai imprimé les relevés au bureau le lundi matin, parce que mon imprimante personnelle avait rendu l'âme depuis des mois. J'ai fait 3 piles sur ma table Ikea, mes virements, transfert Laetitia, messages. J'ai classé par date. J'ai surligné les montants. J'ai ajouté les captures du groupe WhatsApp, les SMS envoyés depuis le téléphone de ma mère, les phrases de Laetitia sur les enfants absents. Je n'allais pas gagner en criant plus fort qu'elle. J'allais gagner en étant plus précis. J'ai aussi appelé ma banque. J'ai dit que je souhaitais suspendre un virement automatique SEPA. La conseillère m'a demandé lequel. J'ai répondu « Aide Maison Maman ». Elle a tapé sur son clavier et a confirmé que le virement était suspendu à partir du mois prochain. Ce petit clic administratif a eu plus d'effet sur moi que je ne l'aurais cru. Pas de grande scène. Pas de musique dramatique. Juste un ordre permanent qui disparaissait. Le soir, j'ai écrit à Laetitia, à ma mère et à Bernard dans le groupe, avant toute discussion sur la parcelle, je demande que le rendez-vous se fasse chez Maître Vial. Tout le monde concerné doit être présent. Ça évitera les malentendus. Laetitia a répondu en moins d'une minute, parfait, comme ça tout sera clair. J'ai regardé son message longtemps. Puis j'ai écrit seulement, oui, Laetitia. C'est exactement l'idée. Le rendez-vous a été fixé un mardi à 10h30, à l'étude notariale d'Oulin. J'ai posé une demi-journée. Ma chef n'a pas demandé de détails, elle a juste demandé si c'était pour la famille. J'ai répondu que oui et elle m'a souhaité bon courage. L'étude de Maître Vial se trouvait dans un immeuble ancien avec une plaque dorée près de la porte et un interphone qui grésillait. Dans la salle d'attente, il y avait une machine à café qui faisait un bruit de moteur fatigué, des magazines immobiliers, et une affiche sur les donations entre parents et enfants. Bernard était déjà là, en manteau sombre, les mains croisées sur sa canne. Ma mère était assise à côté de lui, très droite, comme à la messe. Laetitia est arrivée la dernière, lunettes de soleil sur la tête, dossier sous le bras. Elle a dit qu'au moins, on allait arrêter de tourner autour du pot. Je n'ai rien répondu. Maître Vial nous a reçus dans un bureau clair, avec des dossiers cartonnés alignés sur une étagère et une fenêtre donnant sur une rue calme. Il avait une voix posée, professionnelle, le genre de ton qui ne monte jamais mais qui oblige les autres à baisser le leur. Il a commencé en disant qu'il comprenait que nous souhaitions évoquer la parcelle dépendant de la succession de mon père. Laetitia n'a pas attendu, expliquant qu'ils avaient une proposition, que maman avait besoin de sécurité, et que Carolie bloquait pour des raisons personnelles. Maître Vial a noté quelque chose et a demandé quelles raisons personnelles. Laetitia a répondu qu'il ne voulait pas que l'argent sorte, qu'il voulait tout contrôler. Que depuis des mois, maman était angoissée, qu'elle portait tout, et que lui réclamait des factures comme si on essayait de l'arnaquer. Le mot a traversé la pièce. Ma mère a fermé les yeux.
Bernard m'a regardé, puis a regardé la table. Laetitia continuait, disant que papa aurait honte de voir que je bloquais tout pour une question d'argent. J'ai senti la phrase toucher quelque chose en moi, bien sûr. Elle l'avait choisi pour ça. Mon père n'était plus là pour dire ce dont il aurait honte, alors chacun pouvait l'utiliser comme un meuble qu'on déplace selon ses besoins. Je me suis contenté de lui demander si elle avait fini. Elle a eu un sourire victorieux, me faisant remarquer que même là, j'étais froid. Maître Vial a levé la main et nous a demandé de rester sur les éléments vérifiables. J'ai répondu que c'était justement le but. J'ai sorti l'enveloppe Kraft de ma veste. Le papier a fait un bruit sec en glissant sur la table. Laetitia a regardé l'enveloppe, puis mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas exactement ce qui allait suivre. J'ai distribué les copies. Une pour Maître Vial, une pour Bernard, une pour ma mère, une que j'ai gardée devant moi. Je n'en ai pas donné à Laetitia tout de suite. Elle a tendu la main, demandant ce que c'était encore. J'ai répondu que c'était des dates. J'ai ouvert la première page et j'ai commencé à lire, le 5 février, je vire 480 € à maman. Libellé, aide maison maman. Le 6 février, 410 € partent vers Laetitia. Libellé, remboursement elle. Le 8 février, je reçois depuis le téléphone de maman, je n'ai plus rien pour les courses. Mais ne te sens pas obligé. Personne n'a bougé. J'ai tourné la page, le 5 mars, je vire 480 €. Le même jour, 300 € partent vers Laetitia, libellé avance. Le lendemain, dans le groupe familial, Laetitia écrit, certains ont le luxe de compter leurs sous. D'autres assument. Bernard a baissé les yeux sur la feuille. Ses sourcils se sont rapprochés. J'ai continué, le 5 avril, 480 €. Le 6 avril, 220 € vers Laetitia, libellé courses. Le 9 avril, on me demande de participer à une facture de chaudière déjà supposée couverte. Laetitia a lâché un rire aigu, me demandant sérieusement si j'avais fouillé les comptes de maman. Je lui ai précisé que maman avait ouvert son espace client devant moi et avait téléchargé les relevés, ajoutant que Maître Vial pouvait constater que c'était des documents bancaires classiques. Le notaire a ajusté ses lunettes. Il regardait les pages sans expression spectaculaire. Il a dit que ces mouvements bancaires changeaient évidemment le contexte de la demande et qu'avant toute signature, il fallait clarifier l'usage prévu des fonds. Laetitia s'est tournée vers notre mère, lui demandant si elle m'avait laissé faire ça. Ma mère ne répondait pas. Elle tenait sa copie du relevé comme un papier trop chaud. Laetitia a prétendu que c'était des avances, des remboursements, des choses entre elle et maman, et que ça ne me regardait pas. J'ai rétorqué que ça me regardait quand on me demandait de payer l'assurance, la chaudière et les courses pendant que l'argent partait chez elle. Elle m'a accusé d'humilier maman devant un notaire. J'ai répondu que non, que je montrais pourquoi je refusais de signer une vente dans le flou. Elle s'est levée à moitié, me disant que j'avais toujours eu ce côté froid et que papa le voyait aussi. Cette fois, Bernard a parlé avant moi, Laetitia. Elle s'est tournée vers lui, surprise de ne pas l'entendre dans son camp. Il tenait la page de février et lui a demandé combien elle devait. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'elle avait réussi à éviter jusque-là. Laetitia a serré son dossier contre elle, prétendant que ça n'avait rien à voir. Mais Maître Vial est intervenu très calmement, expliquant que si la vente envisagée avait pour but réel ou partiel de couvrir ses dettes personnelles, cela devait être dit clairement. Madame notre mère pouvait disposer de ses fonds dans le cadre légal, mais les autres héritiers ne pouvaient pas être amenés à consentir sur la base d'une présentation inexacte. Les mots du notaire ont fait ce que mes phrases n'avaient jamais réussi à faire, ils ont retiré le théâtre. Il ne restait plus que les faits. Ma mère a murmuré qu'elle avait eu besoin d'aide. Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle savait. Elle a hoché la tête si légèrement que j'ai failli ne pas le voir. Elle a précisé qu'elle ne savait pas tout, mais assez. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que Laetitia coupe les ponts, qu'elle menaçait de ne plus venir, de ne plus pouvoir l'aider, qu'elle était au bord du gouffre. Laetitia a soufflé à notre mère d'arrêter. Mais elle avait commencé, et même si sa voix tremblait, quelque chose sortait enfin. Elle a ajouté que Laetitia lui avait dit que c'était temporaire, que Carolie avait un salaire stable, pas d'enfants, moins de charges, et que lui pouvait encaisser. Je n'ai pas crié. J'aurais voulu. Une partie de moi voulait cogner la table, renverser les tasses de café, dire à ma mère qu'elle m'avait vendu pour quelques visites et des courses au drive.
Mais j'ai pensé à l'enveloppe, aux dates, à Nora qui disait « documente ». Alors j'ai respiré. J'ai dit à Laetitia qu'elle n'avait pas voulu protéger maman, mais qu'elle voulait que maman la protège. Laetitia a rougi et m'a demandé pour qui je me prenais. Je lui ai répondu que je me prenais pour quelqu'un qui avait payé 8 mois sans savoir qu'il finançait ses dettes. Elle a nié, disant que je ne savais rien de sa vie. J'ai concédé que c'était vrai, mais que je savais seulement que mon argent partait chez elle, et qu'ensuite elle écrivait à la famille que je laissais maman se débrouiller. Bernard a posé sa feuille sur la table. Lentement. Il a dit qu'il pensait que Laetitia disait vrai, et qu'il avait parlé trop vite. Ce n'était pas une grande excuse, pas une scène réparatrice. Mais venant de lui, c'était déjà beaucoup. Il ne m'a pas demandé pardon en me regardant dans les yeux. Il a regardé ses mains. J'ai accepté ça pour ce que c'était, un début de honte. Maître Vial a repris la parole. Il a recommandé de différer toute décision concernant la parcelle. Il serait préférable d'établir précisément les besoins de Madame Françoise, les dettes éventuelles de chacun, et l'usage prévu des fonds. J'ai déclaré que je refusais de signer la vente dans ces conditions. Laetitia a claqué que donc, j'abandonnais maman. Cette phrase, elle l'avait utilisée tellement souvent qu'elle avait perdu de sa force. Elle tombait maintenant comme un objet usé. J'ai répondu que non, je ne refusais pas d'aider, mais que je refusais d'être utilisé. J'ai sorti une dernière feuille. Pas une preuve. Une proposition. J'ai annoncé qu'à partir de ce jour, je ne ferai plus de virement global sur le compte de maman. Si une facture devait être payée, je paierais directement le créancier ou ferais un virement sur un compte dédié avec justificatif. Pour les courses, je pouvais régler un drive ou une carte alimentaire, mais pas d'argent qui repartait ailleurs le lendemain. Et si la maison coûtait trop cher, on discuterait d'une vraie solution, vendre plus tard, louer une partie, ou voir avec une assistante sociale. Mais plus de pression à table, plus de messages flous, plus d'accusations dans le groupe. Ma mère pleurait en silence. Laetitia, elle, fixait la feuille comme si j'avais posé un piège. En réalité, c'était le contraire, c'était la première chose honnête que je proposais depuis des mois. Elle a demandé, presque malgré elle, ce qu'il en était pour elle. Je lui ai répondu qu'elle devait reconnaître les sommes qu'elle avait reçues sous prétexte de charges de maman. On établirait un échéancier. Pas pour me faire plaisir. Pour arrêter de mentir. Elle a ri et a dit que je rêvais. Maître Vial a ajouté, toujours avec cette politesse qui rendait les choses plus tranchantes, qu'il serait en effet prudent de formaliser les mouvements qui ne relevaient pas de l'aide à Madame Françoise. Au minimum entre nous, par écrit. Laetitia a regardé Bernard, cherchant l'ancien réflexe, le soutien automatique. Il n'est pas venu. Bernard avait les yeux fixés sur la table. Ma mère ne bougeait pas. Alors Laetitia a rassemblé ses affaires d'un geste brusque et a demandé si on était tous contents d'avoir notre coupable. Elle nous a dit de nous débrouiller sans elle. Elle a claqué la porte du bureau. Dans une autre époque, ma mère se serait levée pour la suivre. Bernard aurait soupiré. Moi, j'aurais eu l'air du méchant. Cette fois, personne n'a bougé. Le silence de tout le monde, ce jour-là, a été la première chose honnête que j'ai entendue depuis des mois. La suite n'a pas été spectaculaire. La vie réelle l'est rarement. Laetitia n'a pas remboursé le lendemain en arrivant avec des excuses et un bouquet. Elle a d'abord envoyé des messages agressifs, puis des messages blessés, puis plus rien pendant 2 semaines. Bernard a refusé de relayer ses accusations dans le groupe familial. Quand elle a tenté d'écrire que Carolie avait retourné tout le monde contre elle, il a répondu « On a vu les relevés. Réglez ça entre vous correctement. » C'était sec, maladroit, mais ça a coupé court. Pour ma mère, j'ai mis en place un système simple. L'assurance habitation a été payée directement depuis mon compte, une fois que j'ai reçu l'avis d'échéance. Pour la facture de chaudière, j'ai appelé l'entreprise et réglé ma part par carte. La régularisation d'électricité, je l'ai payée en 2 fois, avec le numéro client. Les courses, je lui ai commandé un drive une fois par mois, pas plus, avec livraison quand elle ne pouvait pas conduire. La première fois que je lui ai dit non pour un virement au cas où, elle a eu le vieux réflexe, me disant de ne pas m'inquiéter, qu'elle se débrouillerait comme toujours. J'ai répondu, d'accord. Envoie-moi la facture quand elle arrive. Elle est restée silencieuse. Elle découvrait que ses phrases ne déclenchaient plus automatiquement un paiement.
2 semaines après le rendez-vous, je suis retourné chez elle. Pas pour classer, pas pour enquêter. Pour parler. Elle avait préparé du café et une tarte industrielle encore dans sa barquette en aluminium. Dans le salon, la photo de mon père était posée sur le buffet, à côté d'une bougie presque consumée. Elle a commencé avant moi, admettant qu'elle n'avait pas bien fait les choses. C'était une phrase prudente. Pas encore une vraie responsabilité, mais moins fuyante qu'avant. J'ai confirmé que non. Elle a serré son mug. Elle m'a dit que ma sœur lui faisait peur. Pas physiquement, mais elle disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle allait tout perdre, et que j'étais la seule à pouvoir l'aider. Et que moi, j'avais toujours été plus solide. Je lui ai dit qu'elle ne savait pas ça. Elle a insisté. J'ai rétorqué que non, qu'elle avait décidé que j'étais solide parce que ça l'arrangeait, parce que je ne faisais pas de crise, que je répondais aux messages et que je payais. Elle a pleuré, doucement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me perdre. Je lui ai répondu qu'elle m'avait mis dans une position où je devais payer pour rester son fils. Elle a voulu protester, puis s'est arrêtée. Je n'avais pas préparé de discours. J'avais seulement une limite, nette, que je répétais intérieurement depuis des jours. Je lui ai dit que je pouvais être son fils sans être son compte de secours. Elle a posé sa main sur la mienne. Je ne l'ai pas retirée, mais je ne l'ai pas serrée non plus. Elle m'a demandé si j'allais la laisser. C'était une question d'enfant, presque. Une question injuste aussi, parce qu'elle transformait encore ma limite en abandon. J'ai répondu que j'allais continuer à l'aider pour les choses réelles, les factures, les démarches, les rendez-vous si je le pouvais. Mais je ne donnerai plus d'argent sans justificatif. Je ne discuterai plus avec Laetitia par son téléphone. Et si quelqu'un m'accusait dans le groupe familial, je répondrai avec les faits, pas avec des excuses. Elle a hoché la tête et a dit d'accord. Je ne savais pas si elle le pensait vraiment ou si elle voulait juste que la conversation s'arrête. Mais cette fois, son accord n'était pas le centre de ma décision. Laetitia a fini par reconnaître une partie des sommes. Pas toutes. Elle a contesté certains virements, parlé de remboursements anciens, de courses qu'elle avait faites, d'essence, de temps passé. On a fixé un échéancier modeste, presque ridicule comparé à l'énergie qu'elle avait dépensée pour mentir, 120 € par mois pendant un certain temps, versé directement sur mon compte. Elle a payé les 2 premiers mois en mettant comme libellé règlement familial, comme si écrire remboursement lui arrachait la bouche. Je n'ai pas cherché à l'humilier davantage. Je n'avais pas besoin qu'elle s'effondre. Je voulais que le système s'arrête. Il m'a dit qu'il n'aurait pas dû parler sans savoir. Il y a eu un bruit de vaisselle derrière lui. J'ai répondu que oui. Il a toussé et a ajouté qu'il voulait préserver la famille. J'ai dit que je savais. Il a conclu que préserver la famille, ce n'était pas forcément croire celui qui parle le plus fort. Cette phrase-là, je ne m'y attendais pas. Elle était un peu lourde, un peu tardive, mais vraie. Je l'ai gardée. Le soir où j'ai reçu le premier remboursement de Laetitia, j'étais chez moi. Il pleuvait sur les vitres, et le radiateur claquait avec son obstination habituelle. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table Ikea, à côté d'une pile d'enveloppes que je n'avais plus peur d'ouvrir. J'ai vu la notification bancaire apparaître. 120 €. Libellé, règlement familial. Mon téléphone a vibré presque aussitôt. Un message de ma mère, j'ai reçu la facture d'électricité. Je te l'envoie demain. Merci. Pas de ne t'inquiète pas. Pas de je vais me débrouiller. Pas de phrase qui me demandait de deviner la culpabilité cachée derrière les mots. Juste une facture à envoyer demain. J'ai posé le téléphone sans répondre tout de suite. Je me suis levé, j'ai rempli un verre d'eau, et j'ai regardé ma plante verte sur le rebord de la fenêtre. Ses feuilles tombaient un peu sur le côté, vexées mais vivantes. Je l'ai arrosée lentement, jusqu'à ce que la terre cesse d'absorber comme si elle avait attendu des semaines. Ensuite, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai vérifié une dernière fois mes virements programmés. La ligne aide maison maman n'existait plus. Il n'y avait rien à supprimer, rien à corriger, rien à justifier. Le téléphone a vibré encore. Cette fois, c'était Laetitia, j'espère que tu es fier de toi. J'ai regardé le message. Avant, j'aurais répondu immédiatement. J'aurais expliqué, nuancé, tenté de prouver que je n'étais pas cruel. J'aurais écrit 3 paragraphes pour quelqu'un qui n'attendait qu'une phrase à déformer.
Je n'ai rien envoyé. Pour la première fois, je n'ai pas confondu silence familial et paix. J'ai seulement posé le téléphone face contre la table, éteint la lumière de la cuisine, et laissé le radiateur claquer dans la nuit sans avoir l'impression qu'un autre bruit allait forcément suivre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.